Je suis entré au tribunal m'attendant à affronter des inconnus. Au lieu de cela, j'ai fait face aux parents qui m'avaient abandonné. Ils étaient venus pour la fortune de mon grand-père. Ils ignoraient que j'étais le procureur et que je n'étais pas là pour pardonner. Je pousse ces lourdes portes en chaîne, des choses classiques et têtues, et mes talons résonnent sur le sol. Chaque pas est maîtrisé, stable, même si un flot de nerfs tourbillonne en moi. L'air sent le polish au citron et le vieux papier, une odeur réconfortante et familière. J'ai arpenté ces couloirs plus de fois que je ne peux compter, mais pas comme ça. Jamais en tant qu'accusé. Aussitôt, j'aperçois mes parents, ou plutôt, les personnes que je suis censé appeler mes parents. Le mot ne convient même pas. Gisèle est la perfection incarnée. Ses ongles sont impeccables. Sa main est posée sur le bras de son avocat tandis qu'elle se penche, lui murmurant quelque chose qui les fait tous deux sourire d'un air suffisant. Son bracelet en diamant scintille, projetant des arcs-en-ciel sur le mur. Elle est en tenue de gala, tailleur Chanel, cheveux fraîchement coiffés, cette même nuance blond miel à laquelle elle s'accroche depuis que j'étais bébé. Un bébé qu'elle a laissé derrière elle. Roland reste en retrait, jetant un coup d'œil à sa montre. Il est plus doux maintenant, comme si le temps avait usé son assurance de joueur de baseball, mais il se tient toujours comme s'il possédait l'endroit, convaincu qu'il en sortira vainqueur. Il ne me voit pas tout de suite. Et je suis reconnaissante de cette seconde pour m'étudier, pour me souvenir de la raison de ma présence ici. La voix de Gisèle fend le brouhaha. Regardez qui s'est enfin montré. Murmure-t-elle à Roland. Notre fille abandonnée nous fait l'honneur de sa présence. Ces mots piquent, de vieilles blessures s'embrasant. Je lisse mon simple tailleur noir et passe devant eux, ignorant leur scène, et me dirige directement vers la table de la défense. Ils continuent de chuchoter, mais je me concentre sur mes notes, sur ma respiration, sur le fait de ne pas les laisser entrer. L'huissier appelle, tout le monde se lève. L'honorable juge Robert Reynolds préside. Nous nous levons. Le juge Reynolds entre, tout en robe et en autorité. Et ses yeux se posent sur moi. Procureur adjointe Sorin, dit-il, une véritable surprise dans la voix. Je réponds, d'une voix qui semble calme. Oui, votre honneur. Les affaires familiales nous mènent tous à des endroits inattendus. J'entends Gisèle retenir son souffle. Quand je jette un coup d'œil en arrière, Roland est pâle. Il n'avait aucune idée. Il ne savait pas que leur fille oubliée était devenue procureure et une bonne. Le pouvoir qu'ils pensaient détenir venait de leur échapper. Leur avocat, Silu Thorne, est le premier à se ressaisir. Son visage se durcit. Il ne regarde plus une proie facile. Il fait face à une véritable concurrence. Soudain, je ne suis plus dans la salle d'audience. Je suis à Portland, dans le Maine. Été 1998. La chaleur colle à la peau. Les esprits s'échauffent. Je ne suis qu'un bébé de 4 mois, ignorant la dispute qui se déroule près du coffre de la voiture. Mes parents se disputent. C'est juste pour quelques mois, maman, dit Gisèle à Clara, qui me tient serré contre elle. Juste le temps qu'on s'installe. Tu sais à quel point c'est difficile de commencer. La mâchoire de Clara est tendue. Sur le porche, Walter observe tout. Silencieux mais vif. Il est à la retraite maintenant, mais il porte toujours ce poids de juge. Le bébé a besoin de stabilité, dit Clara, d'une voix basse mais ferme. Gisèle lève juste les yeux au ciel, rajustant son rouge à lèvres dans le rétroviseur de la voiture. Elle t'a, n'est-ce pas? Roland claque le coffre. Il faut qu'on prenne la route si on veut arriver avant la nuit. Il m'embrasse pour me dire au revoir. À peine, comme s'ils étaient déjà partis. La voiture s'éloigne. Je ne le sais pas alors, mais quelques mois se transformeront en années, interrompus seulement par ces visites de vacances gênantes et obligatoires. Ce que je sais, c'est la sensation des larmes de Clara sur mon front alors qu'elle regarde sa seule fille partir en voiture. Mes grands-parents m'ont donné ce que mes parents n'ont jamais fait. Walter m'a enseigné la justice avec des histoires du soir, de vraies affaires, des choix difficiles. La cuisine de Clara était l'amour même. Stable, simple, toujours là. Ils n'ont jamais manqué une pièce de théâtre scolaire ou une remise de prix. Ils étaient au premier rang à chaque fois, tandis que les sièges de mes parents restaient vides. Quand Gisèle et Roland se montraient, cela semblait faux. Tout était une performance, rien de réel.
Puis Clara est morte. J'avais 17 ans. Une attaque cérébrale foudroyante. Les funérailles étaient modestes, dignes, tout comme elle. Mes parents sont arrivés en retard. Jazel s'est plainte de sa robe dans la salle de bain pendant que je me tenais près du cercueil de ma grand-mère. Je te rendrai fière, grand-mère, ai-je murmuré, la main pressée sur le bois poli. Walter a posé sa main sur mon épaule, son chagrin aussi vif que le mien. C'est là que j'ai compris. Ma vraie famille n'était pas Jazel et Roland. Elle était là, dans l'amour et la constance de deux personnes qui m'ont choisi chaque jour. Pourtant, même à ce moment-là, une petite partie de moi, folle, s'est illuminée quand Gisèle m'a serré dans ses bras après le service. Walter l'a vu, comment mon visage s'est illuminé une seconde à ce rare signe d'affection de ma mère. Je voulais toujours qu'il reste. Je le lui ai dit plus tard d'une voix si petite que je la reconnaissais à peine comme la mienne. Je me suis senti stupide de l'admettre honnêtement. Walter m'a juste regardé avec cette compréhension douce et triste. L'amour est un choix, Anna, chaque jour. Tes parents n'ont fait ce choix que lorsque l'argent était en jeu. J'ai à peine le temps d'y penser maintenant. Mademoiselle Sorin, dit le juge Reynolds, me ramenant à la réalité. Serez-vous représenté par un avocat aujourd'hui? Avant que je puisse dire un mot, Siluthorne se lève. Votre honneur, la plaignante met en doute la compétence de mademoiselle Sorin à gérer des actifs substantiels. Jazel, juste à côté de lui, hoche la tête si fort que je crois qu'elle va la perdre. Elle ne comprend toujours pas. J'ai presque pitié d'elle. Je me redresse. Votre honneur, je serai représenté par Marcus Vance. Et juste pour information, j'ai poursuivi avec succès 3 affaires de fraude ici le mois dernier. Le juge Reynolds hoche légèrement la tête. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ils voient clair dans leur jeu. Et pour la première fois depuis la mort de Walter, je sais exactement comment cela va se terminer. Il y a tout juste un mois, la pluie tambourinait contre les fenêtres du bureau de Walter. La maison était si silencieuse après les funérailles. Je n'entendais que la tempête. Je me tenais là, devant son vieux bureau en acajou, fixant une boîte en bois que je n'avais jamais remarquée auparavant. L'horloge grand-père dans le coin tic-taquait, constante, implacable. Quel secret me cachiez-vous, Walter? J'ai soulevé le couvercle et j'ai trouvé une pile de registres reliés en cuir, chacun marqué d'une année, au moins 24 d'entre eux. J'ai reconnu son écriture tout de suite, chaque lettre précise. Il disait toujours que les détails comptaient. J'ai sorti le registre du haut, je me suis installé dans sa chaise et j'ai respiré le souvenir de son après-rasage. La première entrée m'a coupé le souffle. Janvier 2026, Jazel a appelé, demandant des fonds supplémentaires pour le projet commercial de Roland. Envoyé $3 500 comme d'habitude, ce qui fait 288 paiements mensuels consécutifs. Mes mains ont tremblé en saisissant sa calculatrice. Le calcul était simple, mais je devais le voir. $3 500 chaque mois pendant 24 ans. Le chiffre à l'écran m'a fait tressaillir. 1 800 000 $. Ils ont pris plus d'1 million, ai-je murmuré, pressant mes paumes sur le bureau. J'ai ouvert d'autres registres. La même histoire encore et encore. Année après année, Walter leur envoyait de l'argent. Il suivait chaque paiement. Entre les pages, j'ai trouvé des photos. Jazel riant sur un yacht. Roland souriant sur un terrain de golf exclusif. Les dates correspondaient aux semaines où Jazel disait qu'elle était trop occupée pour rendre visite à son père malade. Minuit. Je me suis dirigé vers l'ordinateur de Walter. Son mot de passe m'est venu tout de suite. L'anniversaire de Clara. La seule date qu'il n'ait jamais oubliée. Sur le bureau, un dossier a attiré mon attention. Demande de Jazel. Je l'ai ouvert. Email après email. La manipulation était si évidente qu'elle m'a presque fait rire. Papa, Roland a besoin de nouvel équipement. L'entraîneur dit qu'il a un vrai potentiel. Papa, tu me manques tellement, mais je ne peux pas me permettre de venir te voir. Juste cette fois. Pourrais-tu aider? Entre-temps, j'ai trouvé des choses plus désagréables. Maman a toujours dit que tu aimais plus Anna. Je suppose qu'elle avait raison. Roland écrivait à peine, mais quand il le faisait, il voulait de grosses sommes pour des projets commerciaux. Rien n'en est jamais sorti. Et soudain, tout s'est éclairci.
Jazel et Roland n'ont jamais vu Walter comme un père ou un grand-père. Il n'était qu'un distributeur automatique de billets. J'ai fermé les emails et j'ai essayé de respirer. Au lieu de cela, j'ai commencé à fouiller. Les registres publics. L'avocat Silutorn, il s'avère, est spécialisé dans les batailles d'héritage. Les réseaux sociaux de Gisèle, habituellement verrouillés, avaient juste assez de publications publiques pour laisser entendre que la fortune familiale nous parvenait enfin. En creusant plus profondément, j'ai découvert les dettes de jeu de Roland. Des dizaines de milliers dues à des gens qui n'envoient pas exactement de doux rappels, mais le pire venait des registres du comté. Gisèle avait déjà entraîné d'autres parents dans des batailles d'héritage. 3 fois, tout était là. Il construisait une histoire. Anna a manipulé Walter à la fin. C'est la méchante. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas ce qu'ils pensent mériter. L'aube se levait quand j'ai remarqué un tiroir de bureau que j'avais manqué. Mon nom écrit de la main soigneuse de Walter. À l'intérieur d'une enveloppe scellée, la cire encore parfaite. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Juste une page. Son écriture. Ma très chère Anya, si tu lis ceci, ils ont déjà commencé leur poursuite. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. La justice ne se trouve pas toujours dans les tribunaux. Parfois, elle consiste à rester ferme pour ce qui est juste. Tu as toujours été la meilleure partie de moi. Ils le savent. C'est pourquoi ils ont peur de toi. Avec tout mon amour, Walter. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai trouvé une photographie que je n'avais jamais vue auparavant. Walter dans sa robe, jeune et têtu, arborant le même regard déterminé que je voyais dans le miroir. C'est là que les larmes sont enfin venues. Chaude et vive, lavant quelque chose en moi, laissant derrière elle quelque chose de plus féroce. Je ne laisserai pas des personnes qui m'avaient abandonné, moi et lui, transformer sa mémoire en trophée. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'honorer l'homme qui avait choisi d'être mon père quand le mien ne l'avait pas fait. Le lendemain matin, j'ai rencontré la juge Eleanor Vance au café du palais de justice. Vance, les cheveux tirés en un chignon gris serré, m'a examiné de ses yeux perçants de juge. Nous avons parlé à voix basse. Walter parlait de toi avec tant de fierté, Anya, dit Vance, remuant son café sans même regarder sa tasse. Il savait que ce jour viendrait. Je n'ai même pas essayé de cacher mon incertitude. Que dois-je faire? Documenter tout. Vos parents vous croient faible. Utilisez ça, répondit Vance, glissant une carte sur la table. Liam Foster a été le greffier de votre grand-père. Il témoignera de l'état d'esprit de Walter. Ce soir-là, mon répondeur s'est illuminé avec la voix de Gazelle, douce et fausse comme toujours. Anya, ma chérie, nous avons besoin de ton expertise juridique pour cette petite affaire d'héritage. J'ai rédigé ma réponse avec soin. Chaque mot était une ligne tracée dans le sable. Quelques minutes après l'envoi, le téléphone de mon bureau a sonné. Jazel encore, mais cette fois le sucre avait fondu. Mais nous sommes une famille. Le mot amer avait un goût étrange quand je l'ai prononcé. La famille, c'est plus que se montrer pour l'argent. 1 heure plus tard, un message de Roland est arrivé, inquiet, dissimulant à peine des menaces. Je l'ai sauvegardé. Une autre pièce à conviction pour mon dossier grandissant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Walter, j'ai dormi jusqu'au matin. J'avais payé un prix élevé, la rupture finale avec mes parents. Mais ce qui a grandi à sa place était plus fort. La certitude inébranlable que j'étais la véritable héritière de Walter, de toutes les manières qui comptaient. 2 jours plus tard, le Boston Globe est tombé sur le comptoir de ma cuisine avec un bruit sourd. Jazel me regardait depuis la page 3, les yeux brillants de larmes parfaitement orchestrées. Mère au cœur brisé se bat pour la justice. Titrait le journal. J'ai lu son histoire inventée de dévotion, sentant ma colère monter. Walter était comme un père pour moi après la mort du mien. Prétend elle, je vois ses dernières volontés déformées par quelqu'un qui a tant d'influence sur lui dans ses derniers jours. J'ai claqué le journal. La femme qui a rendu visite à son père 8 fois en 10 ans se fait maintenant passer pour la fille en deuil. Ce serait presque drôle si ce n'était pas si exaspérant. Mon téléphone vibre. Liam Foster, mon collègue. Roland Sorin était ici, dit-il, sans même se soucier des banalités. Il m'a coincé dans le parking,
me demandant si tu avais été instable au travail. Il voulait savoir si tu allais bien. J'ai pincé l'arête de mon nez. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était drôle à quel point il s'intéressait soudainement à toi compte tenu de la bataille d'héritage. Liam marqua une pause. Anya, il t'attaque de toutes parts. Le bureau du procureur général a reçu des appels anonymes concernant ton éthique. Avant que je puisse même répondre, mon email sonne. Marcus Vance. Silu Thorne a déposé une motion d'urgence. Il prétend que Walter n'était pas compétent lorsqu'il a signé le testament. La date de l'audience a été avancée de 2 semaines. Il pousse fort. Thorne parie qu'un calendrier précipité te fera trébucher. Le monde me semble plus petit, plus étroit. Étrangement, je ne panique pas. Je ressens juste une colère froide et claire. Ils pensent qu'ils vont me briser. Ils ont tort. Cette nuit-là, j'ai étalé des dossiers sur le vieux bureau en acajou de Walter, le bureau où il avait rédigé des opinions qui ont façonné le droit du Massachusetts. Pas le temps de dormir. Je construis une chronologie pièce par pièce, montrant chaque année où mes parents étaient absents. Une boîte contient des cartes de vœux de 24 ans, chacune fade. Rien de personnel. Joyeux Noël, ma chérie. Avec amour, maman et papa. Aucune mention de mes victoires ou de mes intérêts. Ils n'ont jamais pris la peine de me connaître. Je trouve un dossier des journaux intimes de Walter. Jazel a encore appelé pour de l'argent, a-t-il écrit quand j'avais 14 ans. Rien sur mon récital de piano. Rien sur l'école. Quand il a dit à Gisèle que j'avais gagné la compétition régionale, elle a juste changé de sujet. Dans un vieil album photo poussiéreux, je trouve quelque chose qui fait trembler mes mains. Des vidéos des étapes importantes de mon enfance. Lycée, remise de diplôme, université, faculté de droit. Chacune avec 2 chaises au premier rang étiquetées Gisèle et Roland Sorin. Toujours vides. Walter les a quand même gardées, espérant qu'il se montrerait. Je passe mon doigt sur son écriture soignée. Ils ne m'ont jamais vraiment connu, chuchotai-je à la pièce vide. Le lendemain matin, je me dirige vers le cimetière de Mount Auburn. L'air du début de l'automne mord un peu tandis que je dépose des fleurs fraîches sur la tombe de Walter. C'est devenu ma routine hebdomadaire, quelque chose que Jazel et Roland n'ont jamais pris la peine de faire. Ni de son vivant, ni après. Je suis en train d'arranger les tiges quand j'entends des pas crisser sur le gravier. Je lève les yeux. Jazel s'approche, enveloppée dans un manteau de marque. Elle a l'air surprise, puis son visage change, calculateur. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, dit-elle, jetant un coup d'œil à sa montre comme si Walter n'était qu'une chose de plus à cocher. Je viens toutes les semaines, lui dis-je en me levant. Au loin, un jardinier racle les feuilles en tas soignées. Ce son rythmique remplit le silence entre nous. Le visage de Jazel se contracte. Tu l'as monté contre nous. Elle le crache comme une accusation, et cela reste suspendu dans l'air froid. Je prends une lente inspiration, et pendant une seconde, je pouvais presque sentir Walter à mes côtés. Il t'a vu tel que tu es, dis-je calmement. Moi aussi. Mon calme semble la mettre hors d'elle. Soudain, cet extérieur poli se fissure. Elle s'emporte. Tu as toujours eu la vie facile. Sa préférée. Ces mots sont vifs, bruts. Nous avons lutté pendant que tu vivais dans ce manoir, recevant tout. Je la regarde. Vraiment? Regarde. Peut-être pour la première fois. Il y a tant d'amertume sous tout ce vernis. J'ai eu des grands-parents parce que je devais en avoir. Je dis que tu avais un père et que tu as choisi de l'ignorer. Elle me gifle rapidement et fort. Ma joue pique, mais je ne bronche pas. Elle se fige, sa main pendante maladroitement, les yeux grands ouverts comme si même elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. C'est la dernière fois que tu me touches, dis-je fermement. Tu ne me toucheras plus jamais. Puis je me retourne et m'éloigne, la laissant seule près de la tombe du père qu'elle n'a jamais pris la peine de connaître. De retour chez moi, 3 messages vocaux m'attendent. La juge Vance veut me rencontrer pour discuter des procédures judiciaires. Marcus Vance propose de me représenter pro bono. Walter l'a aidé à traverser ses études de droit quand personne d'autre ne l'a fait. Le directeur du bureau approuve mon congé prolongé, même avec notre lourde charge de travail.
Un vrai soutien de la part de personnes qui se montrent réellement. Rien à voir avec ma soi-disant famille. Cet après-midi-là, Liam Foster frappe à la porte, les bras chargés de paperasse. Thorne a un mode opératoire, dit-il, étalant des dossiers sur ma table. Il s'avère que Thorne a utilisé les mêmes astuces dans 3 autres affaires d'héritage, toujours pour des clients avec des revendications fragiles sur de grosses successions. Pendant que Liam me présente ses découvertes, la sonnette retentit à nouveau. C'est la vieille femme de ménage de Walter, Madame Byrne, serrant une enveloppe Kraft. J'étais avec lui tous les jours pendant 15 ans, dit-elle, ferme et décidée. Il était lucide jusqu'à la fin. J'ai tout noté. Les dates, les conversations, tout. Utilisez-le comme vous voulez. Après son départ, j'ajoute sa déclaration à la pile. Des gens continuent d'apparaître, offrant leur soutien, des preuves, leurs propres souvenirs de Walter. Chacun d'eux me montre à quoi ressemble réellement la loyauté. Tard cette nuit-là, je trouve quelque chose glissé derrière les livres de droit de Walter, un journal relié en cuir que je n'avais jamais vu auparavant. Mes mains tremblent en l'ouvrant. Il y a une entrée de la semaine avant sa mort. Gisèle a appelé à propos du testament aujourd'hui. Pas de ma santé, bien qu'elle ait fait semblant du contraire. Juste des questions sur ma succession. N'a jamais demandé comment j'allais. Je tourne à la dernière page. Datée 3 jours avant sa mort. Nomme Anna exécutrice. Elle est la seule à avoir l'intégrité pour cela. Les autres viendront pour ce qu'ils pensent mériter. Ils la sous-estimeront comme toujours. À l'intérieur de la couverture arrière, il y a une enveloppe scellée adressée au juge des successions. L'écriture de Walter est ferme. Il explique qu'il était sain d'esprit, que ses décisions concernant sa succession étaient délibérées. 2 jours plus tard, lors de l'audience préliminaire, je m'assois à côté de Marcus tandis qu'il présente la lettre, les dossiers médicaux, les déclarations de témoins. Silu Thorne semble de plus en plus tendu tandis que le juge Reynolds examine les preuves. Les preuves montrent que le juge Sorin était pleinement conscient de ses décisions et de leurs conséquences, dit finalement le juge Reynolds, rejetant la motion. Le testament est valide. C'est la première défaite publique de Thorne. Ce n'est pas tout, mais c'est un début. En sortant, j'aperçois le visage de Gisèle. Plus de confiance suffisante, juste une vraie inquiétude. Pour la première fois ce soir-là, j'ai préparé un classeur, des dossiers financiers qui exposent l'exploitation, une chronologie marquant chaque fois que Gisèle et Roland ont disparu, des dossiers médicaux prouvant la clarté mentale de Walter. Les déclarations contradictoires de Gisèle marquées en couleur vive. J'ajoute des déclarations vidéo de collègues de Walter et je croise les dettes de jeu de Roland avec leur intérêt soudain pour le testament. Pièce par pièce, tout s'assemble. Leurs véritables motivations sont là, noir sur blanc. Je ferme le classeur quand mon téléphone sonne. Marcus est au bout du fil, la voix tendue. Anya, j'ai trouvé des dossiers judiciaires scellés des anciennes disputes de Gisèle. Elle a déjà fait ça. 2 autres testaments, ses oncles en 01, ses cousins en 2010. La même routine à chaque fois. Les mêmes affirmations fantaisistes. Je serre un peu plus le téléphone. Il y a un schéma ici. Honnêtement, au moment où la juge Vance a appelé, je savais que nous avions quelque chose. Elle avait trouvé un précédent. Peterson contre Thornhill, 2012. La Cour suprême du Massachusetts l'a bien compris. Si quelqu'un conteste constamment des héritages, cela compte comme de l'exploitation. J'ai glissé cette affaire dans mon classeur, sentant une confiance tranquille s'installer en moi. La photo de Walter me regardait depuis mon bureau comme s'il connaissait déjà l'issue. Ils ne verront jamais ça venir, murmurai-je dans la pièce vide, entendant ma propre voix me revenir. La vraie confrontation était juste au coin de la rue, mais pour la première fois, j'étais sûr de gagner. La veille du procès, j'ai surpris mon reflet dans la vitre de la salle de conférence alors que j'empilais des dossiers, les alignant par date. Chaque transcription de déposition était comme un clou de plus dans le cercueil de Gisèle et Roland, un cercueil qu'ils avaient passé 24 ans à construire, une mauvaise décision à la fois. Marcus est entré, jonglant avec un café et un tas de mémoires. Sa cravate était de travers, preuve que nous avions tous deux passé la nuit. Ils ont déposé une motion d'exclusion, dit-il, jetant tout sur la table. Ils affirment que nos preuves sont préjudiciables. J'ai juste hoché la tête. Bien sûr qu'ils l'ont fait.
Ma voix est restée calme même si je sentais la colère monter en moi. Quel juge? Marcus a grimacé. Peterson. Pas génial. Le juge Peterson était réputé pour jouer la sécurité, ne prenant jamais de risques. J'avais gagné 2 fois dans sa salle d'audience. À peine. Heureusement que nous avions des plans de secours. J'ai tapoté le dossier bleu marqué contingence. Walter me l'avait appris. Toujours se préparer à toutes les éventualités, bonnes ou mauvaises. Quand a lieu l'audience? Demain, 9 h. Il a vérifié sa montre. 20 h pour finaliser le témoignage psychologique. Je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai regardé la silhouette de Boston. Quelques W par là-bas, Gisèle était probablement en train de choisir la robe parfaite, répétant son histoire poignante. Le Boston Herald était ouvert sur la table. Son visage, tout en yeux rouges et lèvres tremblantes, s'étalait sur la page 3. Mère se bat pour l'héritage familial. Le rattaché de presse avait bien gagné son salaire. L'article me présentait comme une fille froide et intrigante, utilisant un vieil homme pour son argent. Pendant une seconde, le doute s'est insinué. Non pas sur la loi, mais sur ce que les gens croyaient. Croyait-il à sa comédie? Il ne s'agit pas de titre, me suis-je dit, repensant à ce que la juge Vance avait dit la nuit dernière. Le tribunal se soucie des preuves, pas des chroniques de potins. À travers tout cela, Vance m'a gardé stable, me rappelant toujours de jouer le jeu à long terme. Ils veulent que tu réagisses. Ne leur donne pas cette satisfaction. Mon téléphone a vibré. Liam Foster, notre expert en chiffres, avait trouvé quelque chose. Déjeuner. J'ai répondu par un rapide oui. Le calendrier des dépositions semblait être une liste de morceaux parfaitement arrangés. L'analyste financier Jérôme Bennett à 10 h. Le docteur Levançon sur l'état mental de Walter après cela. Dans l'après-midi, 3 témoins des anciennes batailles d'héritage de Gisèle se présenteraient, toujours dans l'ignorance les uns des autres jusqu'à ce qu'ils se croisent dans la salle d'attente. Marcus feuilletait des papiers. Ton patron a appelé. Roland est passé au bureau du procureur hier. Ma main s'est figée sur mon calendrier. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a remis en question ta stabilité émotionnelle. Il a dit que tu pourrais abuser des ressources du bureau. La mâchoire de Marcus s'est serrée. Il pousse l'angle du conflit d'intérêts. Classique. Je pouvais voir leur jeu. Attaquer mon travail. Saper mes preuves. Intelligent mais désespéré. J'ai fermé les yeux et me suis laissé sentir cette fureur pendant un battement de cœur, puis je l'ai repoussé. Qu'est-ce que Jameson a dit? Il a dit à Roland de mettre ses plaintes par écrit et de passer par les voies appropriées. Marcus a esquissé un sourire, puis a dit qu'il avait hâte de soutenir sa meilleure procureure adjointe au tribunal demain. Quelque chose s'est réchauffé en moi, non pas de la jubilation, juste le sentiment d'être vu. C'est ça le vrai soutien. Pas les fausses larmes de Gisèle ou le faux souci de Roland, mais des gens qui sont là pour toi quand ça compte. À midi, j'avais corrigé l'erreur technique que l'équipe de Thorne avait essayé d'utiliser contre nous. Juste une date décalée d'1 jour, facile à corriger, mais cela aurait pu nous ralentir si je l'avais manqué. Toute leur stratégie était claire maintenant. Nous épuiser avec 1000 petites coupures. Nous forcer à gaspiller du temps, de l'énergie, de l'argent. Faire traîner les choses. Liam est arrivé avec un gros dossier de relevé bancaire. J'ai suivi l'argent, dit-il, étalant les feuilles sur la table. Chaque transfert de Walter à Gisèle pendant 24 ans. Mais regardez ça. Il a montré les lignes surlignées. Les paiements augmentaient à chaque fois que Roland rencontrait un problème de carrière. 5 000 ici, 5 000 là, toujours après avoir perdu un emploi ou avoir été rétrogradé. Le schéma ne pouvait pas être plus clair. 10 000 $ après sa libération finale des mines. Chaque fois que la carrière de Roland prenait un coup, la famille revenait avec des exigences financières plus importantes. Il ne faisait pas que le vider, il le faisait avec précision. Liam a appelé cela le saigner à blanc. J'étais en désaccord. Il le saignait stratégiquement. Après le départ de Liam, je me suis assis seul dans le bureau, la lumière du soleil de Boston coupant la pile de documents devant moi. C'est là que j'ai vraiment compris. Ce combat n'était pas une question d'argent. Bien sûr, l'héritage était énorme. 4,1 millions,
mais sous tous les chiffres, cette affaire concernait quelque chose d'inestimable. Le droit de Walter de décider ce qui arrivait à son héritage, son autonomie. Mon téléphone a vibré. Jazel. Pendant un instant, j'ai failli laisser le message sur le répondeur, mais j'ai décroché et l'ai mis en haut-parleur alors que Marcus entrait. Anya, ma chérie. Sa voix était une pure performance, cette préoccupation prudente et sirupeuse qu'elle activait toujours quand elle voulait quelque chose. C'est allé trop loin. Nous pouvons arranger ça en famille. Famille. La façon dont elle l'a dit était vide. Juste un mot, pas une promesse. C'est à ça que sert le tribunal maintenant, dis-je, gardant ma voix calme et mesurée. Tu es ridicule. Ton père et moi, commença-t-elle, mais je la coupai, égrenant les faits comme si je lisais un dossier judiciaire. Vous avez déposé de fausses déclarations sur l'état mental de Walter. Vous avez engagé une agence de relations publiques. Vous avez harcelé mon patron avec un tas de fausses inquiétudes. Elle est restée silencieuse un instant, la pause en disant plus que tous les mots. Nous pouvons le partager. 60-40e. Marcus haussa un sourcil. 60-40e. Ne même pas essayer de cacher l'insulte. Je vous verrai au tribunal demain, Gisèle. J'ai raccroché. Le lendemain matin, la salle d'audience bourdonnait, tout le monde était sur les nerfs. Si Luthorne se distinguait, costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés, mais on pouvait voir les fissures. Il ne semblait plus aussi sûr de lui que le premier jour. Roland était assis à l'écart de Jazel, l'espace entre eux s'élargissant à mesure que les choses s'envenimaient. Le docteur Levançon fut la première à prendre la barre. Elle a parcouru les évaluations cognitives de Walter, égrenant ses qualifications. Marcus s'est penché en avant. Selon votre opinion professionnelle, le juge Saurin était-il mentalement compétent lorsqu'il a révisé son testament? Absolument, dit-elle. Son score MMSE était de 29 sur 30. Exceptionnel pour tout âge. Puis Thorne s'est levé, essayant de la déstabiliser. Et pourtant, vous ne l'avez jamais évalué spécifiquement pour une influence indue, n'est-ce pas? Marcus n'a pas manqué un battement. Objection. Cela appelle à la spéculation. Admis, dit le juge. Le regard sur le visage de Thorne en disait long. Il pensait faire face à des amateurs. Il avait tort. Au déjeuner, l'analyste financier avait présenté chaque paiement que Walter avait fait à Jazel. 3500 $ par mois. Pendant 24 ans, un total de 1 800 000 $. Le chiffre brillait sur le grand écran, et la salle d'audience devint silencieuse. Jazel se pencha, chuchotant frénétiquement à Thorne. Leur histoire, celle de la fille loyale injustement écartée, s'effondrait devant tout le monde. L'après-midi a amené 3 témoins du passé de Jazel. D'anciens beaux-parents, des parents éloignés, des personnes avec lesquelles elle s'était disputée au sujet d'autres testaments. L'un après l'autre, ils ont dépeint un tableau clair et laid. Ce n'était pas la première fois que Jazel tentait de manipuler un héritage. Roland continuait à bouger sur son siège, s'éloignant davantage de Gisèle à chaque réponse accablante. Combien de fois Madame Saurin a-t-elle rendu visite à son oncle pendant sa dernière maladie, demanda Marcus. Une fois, dit le témoin. Le jour après qu'il ait révisé son testament. Le stylo du juge se figea. Mauvais air. Lorsque le tribunal a ajourné, les journalistes ont assailli Jazel. Ses larmes semblaient fausses maintenant. Son discours sur la famille et la dévotion sonnait faux face à tout ce qui était sorti ce matin-là. J'ai rangé mes affaires lentement, sans traîner les pieds, mais sans me presser non plus. Premier round pour nous, murmura Marcus alors que nous sortions. Mais demain sera plus difficile. Il avait raison. Demain, ils nous attaqueraient avec leurs propres témoins, des explosions émotionnelles, des attaques sur notre caractère. Mais pour la première fois depuis la mort de Walter, je le sentais avec moi, non pas comme un chagrin, mais comme une colonne vertébrale. Je pouvais presque l'entendre. La justice n'est pas toujours dans la salle d'audience. Parfois, c'est juste de défendre ce qui est juste. Et maintenant, enfin, la vérité se frayait un chemin au grand jour. Un document, un témoin, un fait indéniable après l'autre. Après le tribunal, les talons de Jazel résonnèrent dans le couloir, beaucoup trop fort dans le silence. Elle est apparue à mon bureau sans prévenir, les yeux brillants,
les larmes prêtes avant même d'avoir ouvert la bouche. Elle était venue prête à jouer un rôle. Anya. Sa voix se brisa à point nommé. Pouvons-nous parler? Juste nous deux. J'ai désigné la chaise en face de moi, remarquant le bracelet à son poignet, cadeau de Walter pour son 30e anniversaire. Elle avait même apporté de vieilles photos de famille, les étalant entre nous comme une main de poker. Le sang est plus épais que l'eau, Anya, dit-elle, passant un doigt le long du bord d'un Polaroid fané. J'avais 6 ans, assise sur les genoux de Walter. Gisèle n'était pas là ce jour-là. Nous sommes toujours une famille malgré tout cela. C'est pour ça que tu es ici? Pour la famille? Elle tapota son œil. Nous voulons régler ça. Nous abandonnerons l'affaire pour la moitié de l'héritage. C'est plus que juste. La moitié de ce que Walter m'avait destiné. Toutes ces années. Et c'est ce que la famille signifiait pour elle. La main de Gisèle tremble alors qu'elle me tend une photo. Clara me tenant à ma remise de diplôme. Ta grand-mère voudrait que nous nous réconcilions, dit-elle. Clara a toujours cru au pardon. Mon téléphone vibre à nouveau. Roland. 3e appel en 20 minutes. Il m'attaque de tous les côtés. Tes cousins sont inquiets, Anna, poursuit Gisèle. Tout le monde pense que tu fais une terrible erreur. Ils se souviennent tous à quel point nous étions proches. Quelque chose en moi vacille. Une vieille espérance tenace. Puis je l'éteins. Je me lève, j'empile les photos. Le tribunal reprend à 9 h demain, mère. Le palais de justice semble bizarre ce matin. On peut presque sentir la tension alors que Silu Thorne s'approche du banc, débordant de confiance. Peut-être trop. Votre honneur, sa voix est une performance entièrement destinée au juge Reynolds. Cette affaire concerne la manipulation. Une femme qui a coupé un vieil homme de sa fille, sa seule vraie famille, et s'est faite son monde entier, sa gardienne, son portier. Je regarde le juge, cherchant le moindre signe qu'il y croit. Thorne est meilleur que je ne le pensais. La défense a dépeint Walter Sorin comme un esprit juridique aiguisé, intouché par l'âge. Thorne déforme cela, mais la brillance peut aveugler, votre honneur. Mademoiselle Sorin a mené une campagne pour contrôler les dernières années de son grand-père et maintenant sa succession. Il me fait un geste, savourant le moment. Nous demandons une évaluation psychologique d'Anna Sorin. Ce besoin de contrôle révèle des problèmes plus profonds. Le tribunal devrait ordonner une évaluation avant de distribuer les actifs. Les gens commencent à chuchoter autour de nous. Marcus, mon avocat, gribouille comme un fou. Thorne continue. Nous avons des déclarations sous serment de 3 anciens collègues de Walter Sorin qui ont constaté son déclin. Bien que l'exécution du testament ait été un examen régulier, même les témoins étaient loyaux envers mademoiselle Sorin, et non des parties neutres. Il agite les documents. Le juge Reynolds me regarde. Son visage est impénétrable. Pour la première fois, je ne suis pas sûr de la fin. Puis le médecin de Walter prend la barre et les choses changent. Monsieur Sorin avait de l'arthrite aux mains, dit le docteur Mendoza, mais son esprit était vif. J'ai effectué des tests cognitifs tous les 6 mois à sa demande. Il a obtenu des scores supérieurs jusqu'à la fin. Je me penche vers Marcus, je murmure, appelez le directeur de banque de Walter ensuite. Il lève les sourcils. Ce n'était pas dans notre plan. Faites-moi confiance, dis-je. Quelques minutes plus tard, William Foster est assis là, son nœud papillon de travers. Marcus commence. Monsieur Foster. Gisèle Sorin a-t-elle jamais essayé d'accéder au compte de son père de son vivant? Thorne se lève d'un bond. Objection. Hors de propos. Le juge Reynolds le congédie d'un geste. Je le permets. Continuez. Foster ajuste ses lunettes. Oui. 3 fois. Plus récemment, 4 jours avant le décès de Monsieur Sorin, elle a apporté une procuration de soins qu'il n'a jamais signée. La pièce devient silencieuse. Je sens les yeux de Gisèle me brûler le dos, mais je ne la regarde pas. Pas d'autres questions, dit Marcus. D'une certaine manière, nous avons inversé la donne. La défense est maintenant en attaque. Le dernier jour, la salle d'audience est bondée. Quand je prends la barre, tous les yeux sont sur moi. Marcus demande, Mademoiselle Sorin, pourquoi contestez-vous la revendication de vos parents sur la succession de votre grand-père?
Je le regarde droit dans les yeux. Il ne s'agit pas d'argent. Je leur explique tout. Toute une enfance passée à attendre près des fenêtres, des chaises vides à l'école, des anniversaires marqués par des appels manqués qui arrivaient toujours en retard. J'aimerais lire un extrait du journal de mon grand-père, dis-je, et j'ouvre la couverture de cuir usé. 12 octobre 2021. Jazel a appelé aujourd'hui. J'espérais, peut-être bêtement, que ma maladie lui donnerait enfin envie d'être une mère, mais elle voulait juste parler de mes investissements. Jazel se tortille sur son siège, mal à l'aise. Je brandis un vieux calendrier, les pages parsemées de croix rouges. Ma grand-mère Clara a suivi les promesses non tenues de Gisèle. 24 ans de promesses, votre honneur. Quand j'ai fini, Marcus se lève. Votre honneur, nous souhaiterions diffuser une déposition vidéo de Walter Sorin, enregistrée 6 mois avant sa mort. Thorne objecte, mais le juge Reynolds le congédie d'un geste. Walter apparaît à l'écran, assis dans son bureau. Ses mains sont déformées par l'arthrite, mais ses yeux sont vifs et sa voix est calme. J'enregistre ceci en pleine possession de mes facultés mentales et physiques, comme en style, anticipant une contestation de mon testament. J'ai laissé ma succession à ma petite fille Anya. Non pas parce que j'étais confus ou sous pression. Non, je l'ai fait avec une intention claire. Il se penche en avant, ses yeux de juge familier se fixant sur la caméra. Jazel, si tu regardes, écoute bien ceci. Je t'ai aimé jusqu'à la fin, mais tu as choisi de partir. Anna est restée. La loi reconnaît à la fois le sang et le choix, et moi aussi. Le souffle de Jazel se coupe. Roland ne fait que fixer ses chaussures. L'écran suivant affiche. 24 ans de relevé bancaire, les paiements mensuels en rouge. 1 800 000 $ au total. Un calendrier défile. Anna a pris soin de Walter tous les jours, 3000 jours. Jazel, elle s'est présentée 8 fois. Puis le greffier se lève et lit la lettre de Walter au tribunal. Les mots flottent dans l'air. Je nomme Anna exécutrice. Elle est la seule en qui j'ai confiance pour cela. Le juge Reynolds ne prend même pas la peine de quitter son banc. Il rend son jugement sur le champ. Le tribunal rejette la contestation. Le testament est valide. Il retire ses lunettes et fait une pause. Honnêtement, ce procès est une perte de temps. Dit-il, peut-être pire. Les plaignants couvriront les frais d'avocat. Gisèle se lève d'un bond, criant, c'est absurde. Je suis sa fille. À l'ordre, hurle le juge Reynolds. Le marteau frappant à travers le bruit. L'audience est ajournée. Les journalistes nous assaillent à la sortie. Gisèle se fraye un chemin et me saisit le bras. Anya, supplie-t-elle, la voix rauque. Je suis ta mère. Je lui fais face, les flashs crépitant tout autour. Clara était ma mère, dis-je, calmement mais fermement. Tu m'as mise au monde. Gisèle s'effondre en larmes devant les caméras. Roland s'éclipse, sans même jeter un regard en arrière. C'est drôle comme l'équilibre des pouvoirs a basculé depuis ce premier jour au tribunal. Dehors, la lumière du soleil me frappe le visage. Je retire ma veste et me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des lustres. Respirez profondément, dit Marcus, souriant à côté de moi. Vous l'avez fait. Comment voulez-vous fêter ça? En descendant les marches du palais de justice, j'y réfléchis. Je veux planter des roses sur leur tombe aujourd'hui. Le chauffeur m'ouvre la portière. Où allez-vous, procureur adjointe Sorin? Je m'installe sur la banquette arrière, regardant le palais de justice rétrécir derrière moi. À la maison, dis-je. Juste à la maison. Un an passe. La lumière du matin inonde mon bureau. Les fenêtres enfin découvertes après que j'ai réalisé que j'avais vécu trop longtemps dans l'ombre de Walter. Les murs respirent à nouveau, tapissés de livres de droit, certains les siens, d'autres les miens. Le panier à tricot de Clara est posé sur ma crédence, maintenant rempli de dossiers plutôt que de laine, mais conservant son esprit. Le téléphone sonne, me tirant de mes pensées. Juge Sorin, c'est Angela de la Fondation, sa voix pétille de bonnes nouvelles. Le fonds Sorin vient d'approuver ses 5 premiers bénéficiaires de bourse. Je passe mes doigts sur le marteau de Walter, poli et posé sur mon bureau. Parlez-moi d'eux, dis-je. Tous élevés par leurs grands-parents. Angela me parle d'une fille de Portland.
Elle a écrit qu'elle se sentait plus elle-même avec sa grand-mère qu'elle ne l'avait jamais fait avec sa mère. Quelque chose se relâche dans ma poitrine. C'est exactement pourquoi nous avons commencé cela. Je jette un coup d'œil à mon calendrier. Plus d'obligations sans fin, juste un but. L'argent que Jazel et Roland se sont autrefois disputés paie maintenant les études de jeunes comme moi. La cérémonie d'investiture de la semaine dernière semble encore irréelle. Je suis maintenant juge de circuit dans le même palais de justice où j'ai combattu Jazel. Il y a une sorte de symétrie ici, comme si Walter n'aurait pas pu mieux l'écrire. La juge Vance a posé la robe sur mes épaules dans l'ancien cabinet de Walter, ses mains fermes. Ton grand-père se tenait ici même, a-t-elle chuchoté. Mais tu es déjà allé plus loin qu'il n'aurait jamais rêvé. Avant de partir, j'ai glissé une petite photo de Clara et Walter dans la doublure de la robe. Maintenant, elle repose contre mon cœur chaque fois que je prends place sur le banc. Le greffier a eu un double regard en changeant la plaque. L'honorable Anna Sorin. L'héritage de Walter perdure, mais c'est maintenant mon tour. Hier, une lettre de Jazel est arrivée. Enveloppe crème, papier coûteux, son écriture s'étirant sur la page. Elle veut une réconciliation maintenant que j'ai réussi. L'année dernière, j'aurais été désespérée pour cela ou furieuse. Aujourd'hui, je l'ai lu 2 fois, pesant ces mots comme j'aurais pesé n'importe quelle affaire. Ma réponse a été courte. Je vous souhaite le meilleur, mais nos chemins se sont séparés il y a longtemps. Pas de colère, pas besoin de prouver quoi que ce soit, juste de la clarté. Ce matin, autour d'un café, la juge Vance a remarqué le changement en moi. Walter serait fier de taper, a-t-elle dit. Et je la crois. L'appel le plus difficile est de savoir quand lâcher prise enfin. Elle a raison. Je suis sorti de cette boucle, n'attendant plus un genre d'amour parental qui ne viendrait jamais. Ce qui était une plaie ouverte n'est plus qu'une cicatrice maintenant. Elle est là, bien sûr, mais elle ne fait plus mal. Et je n'y suis pas arrivé seul. Ces jours-ci, je dirige une sorte de groupe de mentorat officieux pour jeunes avocats, surtout ceux qui gèrent des problèmes familiaux difficiles. Chaque printemps et chaque automne, les roses que je plante sur les tombes de Clara et Walter apparaissent, fleurissant comme de petits rappels. Je n'hésite plus non plus à parler de ma thérapeute au travail. Elle m'a aidé à trouver de nouvelles façons de passer les vacances, de sorte que ces jours ne sont plus un champ de mine de vieilles douleurs. La nuit dernière, j'ai noté quelque chose dans mon journal. Trouver une famille n'est pas une question de sang, c'est une question de présence. Hier encore, Jennifer Davis, l'une des nouvelles avocates, m'a interpellé dans le couloir. Elle a ses yeux qui semblent plus vieux qu'elle. Ma mère conteste le testament de ma grand-mère, a-t-elle dit, sa voix à peine stable. Je ne lui ai pas déballé toute mon histoire. J'ai juste transmis quelque chose que Walter m'avait dit un jour. La justice commence par dire la vérité. 5 ans plus tard, je me regarde dans le miroir dans les chambres de la Cour suprême du Massachusetts, à 39 ans, redressant ma robe. Pendant une fraction de seconde, je revois le ricanement de Jazel de cette première salle d'audience dans mon esprit. Mais cela ne me dérange pas. Ce n'est plus qu'un bruit de fond. Puis la voix de l'huissier retentit. Tout le monde se lève pour la juge Sorin. Je peux sentir le poids de tout ce qui a précédé, mais c'est stable maintenant, presque rassurant. Je sais qui je suis. 20 ans plus tard, mes cheveux sont parsemés de gris, et je préside une affaire familiale qui est presque le miroir de mon propre passé. La jeune femme à la barre parle de grands-parents qui sont intervenus quand ses parents sont partis. Je cite les mots de Walter, ce que je n'oublierai jamais. La justice ne se trouve pas toujours dans les salles d'audience. Parfois, c'est juste de défendre la vérité. Mes derniers mots résonnent dans la pièce. La justice est la famille que nous choisissons. La présence est la façon dont nous le prouvons. Les nouveaux avocats notent tout, apprenant plus que la simple jurisprudence. Alors que la salle d'audience se vide, je tends la main dans la poche de ma robe et trouve la vieille photo. Les bords usés, le but limpide. Walter avait raison. L'amour est un choix que l'on fait chaque